constituer, pour créer une mosquée. Alors, sur le plan historique, est-ce que les musulmans, qui venaient principalement de l'île Maurice, se sont installés tout de suite dans le sud, dans le nord? Je crois que la communauté du sud était importante. La communauté du sud est importante. Ils se sont d'abord installés à Saint-Denis, bien sûr, à Saint-Paul essentiellement aussi, puis à Saint-Pierre. Saint-Pierre, on a des traces déjà dès 1889. Il y a un recensement de 1889 qui note la présence de 15 Arabes, comme on les appelait ici, à Saint-Pierre, et pas essentiellement dans la rue des Bons-Enfants. Et en 1892, 3 ans plus tard, ils étaient déjà 29 installés dans la rue des Bons-Enfants. Alors, votre livre, c'est un peu cette histoire de tous ces indo-musulmans qui s'installent et qui font progresser donc la religion, l'islam, à travers des petites mosquées qu'ils installent eux-mêmes avec leurs propres moyens. Et je crois que, Monsieur Gangat, c'est important également pour l'histoire des mosquées, puisque vous êtes imam à Saint-Pierre. Exactement. Comme le docteur Dadji l'a rappelé, les musulmans, en fait, lorsqu'ils sont venus à La Réunion, les premières choses qu'ils ont fait, c'était de construire des mosquées et des médersas. Donc ce qui fait le lieu de vie même du musulman, qui est au centre même de la cité, c'est la mosquée et la médersa, ce qui fait qu'on a eu, et on le voit à travers toutes les villes de La Réunion, toutes les grandes villes, généralement, les mosquées sont au centre même de la cité, parce qu'elles sont au centre même de la vie du musulman. Docteur, cette foi musulmane, vous la vivez également tous les jours et tout au long de l'année. Quel est votre sentiment sur la communauté musulmane de La Réunion? Je crois qu'on a la chance de vivre dans un pays libre déjà et de pouvoir exercer chacun dans sa foi, sa religion, et en particulier la religion musulmane. Et personnellement, je la vis de manière épanouie dans cette île. Et toute la communauté, les communautés, puisqu'il n'y a pas que les indo-musulmans gujaratais, il y a les Maoris et Comoriens, il y a les Maghrébins maintenant, tous nous vivons de manière tout à fait paisible et libre cette fois dans cette île merveilleuse qui est notre île. À vous entendre, ça rejoint un petit peu ce que me disait le président de la mosquée, M. Kadji, c'est qu'en fin de compte, tous les Réunionnais croient en quelque chose et en Dieu. S'ils ne sont pas musulmans, ils croient quand même. Ils y croient à un autre Dieu, mais enfin, il y a une religion, le lien. Mais il y a un Dieu unique. Chacun a sa manière de l'adorer, chacun a sa manière de le prier. Et je crois que c'est sa bénédiction qui est versée sur notre île, et je l'espère, qui sera versée à jamais, pour toujours. Est-ce que vous avez l'intention de faire un autre livre? Et le premier livre, c'est une esquisse et essentiellement axé sur Saint-Pierre. Il est possible, en collaboration peut-être avec d'autres d'autres chercheurs, on fasse quelque chose d'un petit peu plus étoffé. Mais enfin, il y a déjà plusieurs publications, en particulier la dernière de Marie-France Murigo sur l'islam réunionnais, qui résume un petit peu aussi cet islam particulier que nous vivons ici à La Réunion. Docteur, merci. Avant de vous rendre la parole, Monsieur Gangat, je voudrais vous saluer pour la bonne tenue de ce livre sur les indo-musulmans Gujarati. Et je crois qu'on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses, et je conseille ardemment de se pencher sur ce livre pour découvrir un petit peu ce qui nous entoure et ceux qui font cette réunion. Merci. Monsieur Gangat, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, en fait, moi je voulais rajouter que, étant réunionnais, on est de citoyenneté bien sûr européen, on est de foi musulmane, mais on est de région créole, on est créole, nous les créoles de La Réunion. Et ça, c'est quelque chose qui nous unit tous ici à La Réunion. En fait, c'est quelque chose de très important qu'il faut souligner. De mémoire, bien sûr, on est indien, et puis c'est un enchevêtrement de plusieurs choses qui fait qu'on a une identité multiple et qu'il faut savoir partager avec les autres. Merci encore, docteur, d'être venu nous voir. Merci. Merci à vous. En période de Ramadan, vous le savez, les musulmans privilégient la consommation de produits halal. Entendez par là conforme aux préceptes coraniques. Il y a des règles qu'il faut respecter. C'est un marché juteux en métropole et qui est en train de se développer dans notre département. Les grandes surfaces s'intéressent à ce produit. Jean-Claude Toyir, Moustapha Bourane. Cette grande surface de Sainte-Marie a mis en place depuis 2 ans des rayons spécialement dédiés aux produits halal. Ici, 80% de ce qui est proposé a été produit localement.
Nous avons 9 magasins sur toute l'île dotés d'un rayon halal dans lequel on retrouve 80 références réparties sur du surgelé, du frais en boucherie, en charcuterie et en pâtisserie. La population musulmane à La Réunion est estimée à 10%, donc il n'y a pas de raison de ne pas non plus leur dédier un rayon spécifique avec des produits qui soient garantis. Et cette garantie, c'est cette étiquette apposée par la CA-CECHER, la commission de surveillance du halal Réunion. C'est-à-dire qu'ils contrôlent et qu'ils visitent tous les sites de production de nos fournisseurs, qu'ils soient à La Réunion bien sûr, en métropole mais même à l'étranger. Ils contrôlent, le CSHR, toutes les recettes, toutes les compositions. C'est dans les abattoirs que le processus de certification halal commence. Les animaux doivent être abattus par des musulmans selon un rite bien précis. Le contrôle se poursuit ensuite dans les rayons des magasins. On vient vraiment voir si ces produits sont vraiment sur la liste ou pas. Donc on contrôle au niveau de l'étalage vraiment et aussi au niveau du stock. Mais la CA-CECHER ne peut garantir que les produits qu'elle contrôle. Car si le marché du halal est balbutiant à La Réunion, il représente plusieurs milliards d'euros en France. Et en l'absence d'une réglementation française ou européenne dans ce domaine, beaucoup veulent profiter de cette manne et de fausses certifications halal viennent parfois polluer le marché. Voilà, on vient de voir un sujet intéressant sur la nourriture halal. Présentation tout d'abord de nos invités. Monsieur Patel, vous êtes secrétaire général au Conseil régional du culte musulman à La Réunion. Merci d'être venu. Vous allez nous parler sur cette nourriture halal. Et puis Monsieur Valli, vous êtes président du Halal Réunion. C'est une chose, le halal, ça prend de l'expansion, c'est indéniable. J'ai lu quelques chiffres, plus de 3 milliards d'euros sur une grande partie de la France. Votre sentiment sur ce marché, qui est un marché quand même juteux, est-ce que c'est une réalité? Monsieur Patel? Effectivement, c'est une réalité, puisque la communauté musulmane de France, elle est très importante, donc ça génère une demande, et une demande de plus importante, avec une conscientisation donc, de la population vis-à-vis donc, des produits halal, et une offre effectivement qui se diversifie, et à travers les différents circuits de distribution. Monsieur Valli, je voudrais avoir une petite précision sur vous concernant le halal. Est-ce que c'est bien réglementé ou alors, bon, quelquefois ça dérape un peu? Votre sentiment? Alors tout d'abord, il faut savoir que le halal en lui-même, c'est un terme arabe qui veut dire tout simplement licite. Le halal, ça touche le musulman dans tous ses aspects, les aspects de sa vie. Permettez-moi simplement de préciser, quand on dit licite, c'est prêt à la consommation. C'est ça. D'une manière générale, c'est ce qui est permis aux musulmans. Mais ensuite, je veux dire, d'une manière habituelle, on parle du halal, plus particulièrement de la consommation, quand c'est permis pour la consommation aux musulmans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur, par exemple, la viande halal? Un poulet halal, quelle est la différence entre un poulet halal et un non halal? Qu'est-ce qui se passe sur le plan technique? En fait, il faut bien comprendre que l'animal qui est halal est un animal qui est exactement égorgé de la même manière comme ça se passe dans les abattoirs, on va dire conventionnels, traditionnels. Sauf que la saignée est faite par un musulman qui remet ainsi Dieu pour cette nourriture qu'il lui a donnée, donc par une petite formule au nom de Dieu. Bismillah. Voilà, tout simplement. Et le halal, bien sûr, c'est tout ce qui est accompagné d'hygiène. On va enlever donc l'impureté principale de cet animal-là, qui est le sang. Donc vider l'animal de son sang, comme ça se passe, je veux dire, également dans les abattoirs conventionnels, non halal également. Monsieur Patel, la consommation halal à La Réunion, important? On voit fleurir beaucoup de boutiques. Alors effectivement, ça se développe. D'ailleurs, à l'origine de la mise en place de la marque Halal Réunion, c'est un constat. D'une part, une demande des consommateurs, donc qui demandent à trouver sur le marché des produits halal, donc avec une diversification souhaitée. Et de l'autre côté, les entreprises qui se questionnaient, qui se posaient la question comment arriver à répondre à cette demande pour donc cette composante musulmane à La Réunion. D'où effectivement la mise en place d'une marque halal qui permet d'organiser le contrôle,
donc des produits halal, puisque à La Réunion nous avons des produits fabriqués à La Réunion halal, mais on avait constaté aussi depuis un certain nombre d'années l'importation d'un certain nombre de produits halal, avec parfois des doutes sur la garantie de label halal. Alors qui s'occupe justement de cette garantie sur le plan local? Alors à La Réunion, nous avons mis en place une organisation qui s'appelle le Conseil de surveillance du halal Réunion, qui émane de deux entités, qui est le Centre islamique de La Réunion et le Conseil régional du culte musulman, donc avec pour vocation justement d'organiser cette filière, on va dire, pour pouvoir répondre au mieux et offrir des garanties fiables aux consommateurs musulmans. Avant de redonner la parole à M. Valli, deux mots sur le culte musulman à La Réunion. Ça se passe bien? Écoutez, je crois que La Réunion est souvent citée en exemple. Bien sûr, chaque lieu a son histoire. Mais à La Réunion, effectivement, nous avons un certain nombre de conditions, un vivre ensemble particulier. Vous n'avez pas été confronté à des problèmes, c'est ça? Voilà ma question. Eh bien, je crois que toute implantation au départ, on peut être toujours confronté à des incompréhensions. Mais ce qui est important, c'est d'être transparent et de pouvoir faire passer, je dirais, à l'interconnaissance des uns et des autres. Et je pense que La Réunion, comme son nom l'indique, est un peu un modèle dans cet aspect-là, dans cet aspect de pouvoir se reconnaître mutuellement et de se connaître mutuellement. Notre rendez-vous aujourd'hui dans une mosquée vous permet aussi et permet à tout un chacun de connaître et de mieux connaître ce que c'est l'islam et les musulmans. Si vous me permettez une petite réflexion tout à fait personnelle, je crois que le problème du voile à La Réunion, bon, on en a parlé, il s'est posé, et aujourd'hui, on a pratiquement oublié, tout le monde se respecte, ça a l'air de bien se passer. Je crois que les Réunionnais, on a l'habitude de se côtoyer et donc chacun se connaît. On a grandi ensemble sur les bancs de l'école. Donc je veux dire que l'école de la République a aussi été un instrument pour chacun d'entre nous, un instrument d'intégration et de compréhension mutuelle. Merci M. Patel. M. Valli, est-ce qu'il y a brièvement beaucoup de demandes sur la nourriture halal? Effectivement, donc l'organisme de certification halal a été créé il y a à peu près 5 ans. Et depuis, donc, on avait commencé en 2007 avec une entreprise qui s'est faite labelliser. Aujourd'hui, on est à peu près à une trentaine d'entreprises et les demandes sont constantes et en perpétuelle augmentation. Merci M. Valli, merci M. Patel d'être venu. Je vous propose maintenant d'aller à la Plaine des Cafres où une école coranique s'est installée, vous allez le voir. De nombreux jeunes utilisent et étudient également le Coran. Jean-Claude Touahir et Moustapha Bouane. Dans la fraîcheur de la Plaine des Cafres, ils sont une cinquantaine d'étudiants à suivre chaque année les cours de cet institut de théologie unique en son genre en France. Les étudiants viennent de toute la région et même de l'Hexagone avec comme principale motivation la connaissance approfondie de l'islam. Moi personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est l'exégèse du Coran, donc l'explication du Coran pour pouvoir comprendre vraiment qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, quoi. J'aimerais rentrer en France et pouvoir enseigner, bien sûr, et aussi si je peux aussi monter une petite madrasa car dans ma région, il faut savoir qu'il n'y a pas trop d'instituts ou quoi que ce soit, donc j'aimerais bien aussi me lancer dans l'enseignement, quoi. Je voulais connaître un peu plus ma religion. Et lorsque j'ai eu connaissance de l'existence de l'Institut, alors je me suis renseigné et ça m'a motivé à apprendre plus. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation sur chaque musulman. L'enseignement s'articule autour de 4 axes principaux. L'apprentissage du Coran, sa mémorisation, l'apprentissage de la langue arabe et la théologie. Nous savons tous que la France, c'est un pays où nous avons 6 à 7 millions de musulmans, qu'il y a aussi des mosquées déjà en place et des mosquées qui se construisent, et il nous faut des imams dans ces mosquées. Il est très important d'avoir pour demain des imams formés sur le sol français, c'est-à-dire pour lier la maîtrise des textes, la maîtrise du texte, le Coran et les traditions prophétiques, et la compréhension aussi du contexte. Et comme je parlais de contexte, l'histoire de France aussi est enseignée à nos futurs imams de façon à ce qu'ils ne soient pas coupés de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Beaucoup viennent ici simplement pour étudier le Coran, mais les futurs imams doivent obligatoirement suivre un cursus de 7 ans. En 15 ans d'existence, l'école a formé 14 imams
qui exercent aujourd'hui dans toute la France. Voilà, on vient de voir un sujet qui est consacré à la formation des imams au tampon. Et pour nous en parler un peu plus, donner un peu plus de précision, monsieur l'imam Gangat, cette école de formation des imams qui est installée au tampon,